Passionné de jeux, de sport et d'actualité, Jean-François Barry. Le gars le plus curieux à la radio. On se tourne du côté de Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine pour notre discussion économique. Aujourd'hui, dans le Devoir, Jean-Sébastien, on parlait que l'inflation touche plus durement les pauvres que les riches. Puis on va parler d'investissement dans les prochaines minutes. Ça vient un peu tout avec ça. Quand on est en inflation comme ça, quand on a des sous, on peut investir et les taux d'intérêt sont hauts. Et quand on n'a pas de sous, ben on s'endette et là, les taux d'intérêt sont encore élevés. Donc, ça creuse encore plus l'écart de ce qu'on peut faire avec notre argent en situation d'inflation. Oui, tout à fait. Puis cet article-là dans Le Devoir est vraiment intéressant. Là. Ça fait longtemps qu'on pense vraiment à ce volet-là, là, que l'inflation est plus forte chez les gens moins fortunés que chez les gens plus fortunés. Et là, ben, l'étude nous le montre vraiment, mais c'est dans les produits. Donc, les produits que les gens avec moins de revenus vont consommer, donc des articles plus cheap, comme on peut dire comme ça. Puis qu'est-ce qui a provoqué ça? Ben, c'est les chaînes d'approvisionnement. Ben, c'était plus fragile pour ça, ça fait en sorte que les prix ont explosé. Par contre, pour tout ce qui est le plus haut de gamme, il y a quand même eu un enjeu d'inflation, mais elle va beaucoup moins vite parce que souvent, ben, il y a moins de quantité, donc les chaînes d'approvisionnement sont moins fragiles. Donc, finalement, on s'est rendu compte que puis même dans ma pratique, je le voyais, les gens plus fortunés me disaient, ben, tu sais, oui, je l'ai vu l'inflation, mais pas tant que ça. Les rendements sur les marchés sont bons. Les taux d'intérêt ont augmenté. Fait que, tu sais, l'argent rentre quand même. Puis oui, l'inflation est là, mais je m'en rends pas vraiment compte. Ben, on se rend compte vraiment que ces articles-là, que les gens plus fortunés achetaient, ben, ils ont eu de l'inflation, mais vraiment pas aussi fort que ce que les gens avec moins de revenus ont l'habitude d'acheter. Moi, j'ai trouvé que je l'ai remarqué beaucoup dans les restaurants. Je trouve que les restaurants qui étaient déjà chers, la facture n'a pas monté tant que ça. Puis tu sais, quand tu vas dans ce genre de restaurant-là, tu sais que ça va quand même te coûter plus d'argent. Tu sais, mais j'ai pas trouvé l'écart si grand. Par contre, j'ai trouvé tous les restos qui étaient bon marché. Je trouve que les autres ont explosé. Puis puis là, je nommerai pas de marque, là, mais on en a tous des soupers en tête où tu fais tabarnouche. J'ai mangé une pizza, j'ai mangé une cuisse de poulet, puis on dirait que je viens d'aller manger un beau gros steak filet mignon. Tu sais, la facture est comme devenue exponentielle. Fait que c'est un peu le même rapport versus les objets moins de qualité et les objets de qualité. Tu marques un excellent point, puis on peut même se rendre, puis l'étude ne marque pas ce volet-là, mais je suis convaincu qu'il y a une similarité dans les biens immobiliers. Donc, les biens immobiliers haut de gamme, on parle des maisons à 1 million de dollars et plus, peut-être même plus que ça, tout dépendant des secteurs. Ben, demain, il y a une maison, je suis dans la ville de Québec, là, il y a une maison à Québec à 500 000 qui tombe en vente, ça se vend très rapidement. 400 000, 300 000, ça se vend très rapidement. Puis quand on tombe dans les maisons plus cher, ben c'est beaucoup plus long. Donc, finalement, les prix, il n'y a pas de surenchère là-dedans. Fait on le voit que tout ce qui est plus haut de gamme, ben ça a tendance à augmenter, mais moins vite que de l'autre côté. Parlons maintenant du profil d'investisseur, qui était le sujet principal de ta chronique aujourd'hui. Puis ça, là, on s'est tous fait demander ça, par un planificateur, notre institution bancaire, là, on coche des cases, là, quel profil on est on est risqué, on est intermédiaire, équilibré, ou on est un peu plus frileux, là, je me souviens pas du terme, c'est pas frileux le bon terme, mais plus raisonnable. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, honnêtement, sur une planification financière, quand on commence à investir, je sais pas moi, dans la trentaine? Est-ce qu'on doit être conservateur? Est-ce qu'on doit être plus risqué? C'est quoi la bonne réponse? Si les banques vous demandent un profil d'investisseur, c'est une espèce de questionnaire genre psychométrique, si on peut dire comme ça, là, qui montre le niveau de stress des gens. La raison, c'est parce qu'ils sont obligés de le faire. Ça prend des portefeuilles qui fit avec votre niveau de risque. Puis le niveau de risque, comme tu disais, ça part de prudent, même très prudent, jusqu'à audacieux. Donc, il y a quelques niveaux là-dedans. Puis le niveau, plus que je suis audacieux, là, c'est pas qu'on va jouer au casino avec l'argent, on s'entend, c'est que plus qu'il va y avoir d'actions du marché boursier à l'intérieur du portefeuille, plus on est prudent, plus on va se retourner vers des titres sécuritaires, des titres à revenu fixe. Peut-être que les banquiers vont vous dire, un titre à revenu fixe, là, par exemple, Jean-François, c'est la Ville de Montréal, demain, a fait un nouveau parc. Elle a besoin d'émettre de la dette pour financer ce parc-là. Donc, elle va émettre des obligations, disons, à 5 % d'intérêt. Les banques vont acheter ça et vont mettre ça dans leur portefeuille. Pourquoi? Parce qu'une ville comme Montréal est capable de payer ses intérêts. Donc, c'est très, très sécuritaire dans un portefeuille, ce genre de titre-là. Donc, plus je suis prudent, plus j'ai des titres comme ça, des titres à revenu fixe, moins je le suis. Là, c'est plus des actions
du marché boursier que je vais avoir. Des titres comme Google, Amazon. Je peux avoir d'autres types de titres qui sont plus sécuritaires, comme les épiceries, donc les banques. Donc là, on va bâtir un portefeuille selon le niveau de risque de la personne. Mais là, quel profil? Ben, historiquement, les gens audacieux ont gagné dans le temps parce que plus on recule puis on regarde le long terme, les gens audacieux ont déjà des super bons rendements à long terme. Par contre, il faut qu'ils soient capables de se coucher le soir en étant capables d'avoir un moins 15% dans leur portefeuille. Donc, même si théoriquement les données ont montré que les gens audacieux allaient chercher de plus grands rendements, si c'est pour nuire à ma santé mentale, faut que je fitte avec mon profil. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que les gens comprennent c'est quoi la répercussion de ne pas prendre de risque, Jean-François. Ouais, écoute, tu m'as envoyé des chiffres, puis là, tu sais, évidemment, on est filmé, fait qu'on veut pas trop baisser les yeux, fait que je vais t'aider, je vais les donner. Donc, quelqu'un qui a été plus sécure sur 10 ans, là, la moyenne est alentour de 3%, donc la pire année à moins 12, la meilleure à 9,6, comparativement à quelqu'un qui a été plus risqué sur 10 ans, son portefeuille a fait du 8,78, avec sa meilleure année à plus 17, puis sa moins bonne année à moins 13. C'est sûr que le plus 17, on est toujours tout content. Quand on reçoit le moins 13, ça fait mal, puis c'est là, des fois, que ça empêche les gens de dormir. Reste que sur le long terme, Jean-Sébastien, un 3% versus un 8%. Reprenons mon exemple de quelqu'un qui prend un CELI à 30 ans. De 30 à 60 ans, si tu fais 8 versus si tu fais 3, la différence est énorme. C'est complètement un game changer. Puis les gens, là, ça, c'est une étude, un sondage plutôt de Desjardins. 40% des clients de Desjardins qui ont un profil comme équilibré. Ils ne sont pas audacieux, ne sont pas croissants, sont juste avant ça. Puis il y a un 30% qui sont prudents. Fait qu'il y a quand même une bonne majorité des gens qui sont ont conservateurs. Est-ce que c'est culturel? Oui. Est-ce que c'est culturel au Québec? Potentiellement. On travaille assez fort pour générer des revenus. On a du capital. Là, on veut le conserver. Mais moi, je pense, Jean-François, que c'est plus risqué de ne pas prendre de risques. Parce que tu disais, on a des objectifs de retraite. Supposons que l'objectif, c'est retraite. Là, ça pourrait être acheter une maison, mais sur le long terme, habituellement, c'est de prendre sa retraite. Donc, mettons que l'objectif, là, c'est, moi, je dis à ma retraite, il faut que j'aille 1 million. C'est pas du tout un bon indicateur, là. C'est juste, ça va être facile pour le calcul que je vais vous dire. Si à 65 ans, j'ai besoin d'1 million de dollars. Donc, si j'investis dans un portefeuille qui est croissant, qui va chercher en moyenne du 8% par année, j'ai 30 ans devant moi, c'est 705 $ par mois qu'il faut que je mette. En mettant 705 $ par mois pendant 30 ans, je vais avoir mon million de dollars. Si j'ai un profil qui est plus prudent, qui est conservateur, à 3%, ben c'est 1723 $ par mois qu'il va falloir que je mette dans le même compte pour avoir le même million rendu 30 ans plus tard. C'est plus que le double. C'est plus que le double. Puis pourquoi que si les liquidités sont à profusion, c'est pas un problème. Vous voulez pas prendre de risques, mettez-en en plus. Mais la réalité, c'est que les liquidités sont quand même pas là aujourd'hui pour la plupart des gens. Là, on n'est pas prêt à prendre de risques. Ben, j'ai le regret de dire que les objectifs de retraite ne seront pas possibles, ou du moins, vous n'aurez pas la retraite que vous allez escompter avoir. Donc, prendre du risque, on dirait que c'est comme on n'est jamais obligé de prendre du risque, mais quand on met ça dans un plan, donc si on met ça dans un plan sans risque et un plan avec risque, des fois les gens regardent ça et font « Hey, j'aurais pas une belle retraite ». C'est sûr, on a décidé d'être conservateur. Si vous voulez une belle retraite, il faut mettre 2 fois plus d'argent et j'ai pas la capacité. Bon, ben, vous êtes quasiment rendu obligé de prendre un peu de risque. Ouais. Mais dans un monde idéal, moi, ce qu'on m'a toujours dit, c'est qu'on peut en placer une petite partie sécure pour se faire du bien, puis une petite partie plus à risque, puis pour frapper les bonnes années, justement. J'imagine qu'un des enjeux importants, c'est de ne pas investir de l'argent qu'on n'a pas. Tu sais, j'ai déjà entendu des gens prendre leur marge de crédit hypothécaire, investir avec ça. Là, ils pognent une mauvaise année en bourse, puis là, oh là là, dans le fond, ils venaient d'emprunter sur la maison. Là, ils se retrouvent à vendre la maison pour un divorce ou je ne sais pas quelle raison. Mais là, l'argent qu'ils ont investi, elle vaut plus ce qu'ils ont investi. Ça, c'est pas une bonne façon de faire. Si on investit de l'argent qu'on a, puis qu'on est prêt à être patient avec, c'est là qu'on peut prendre des risques. Ben, pour monsieur, madame, tout le monde, faire des prêts, on appelle ça des prêts leviers dans l'industrie. Il faut que ça vienne avec un niveau d'investisseur audacieux. Si vous avez hypothéqué votre maison pour investir, il faut que vous soyez capable de prendre ce risque-là. C'est pas une mauvaise stratégie, surtout quand les taux d'intérêt étaient très bas, les marchés boursiers ont été bons. Avec l'argent des autres, j'arrive à faire du rendement. Sauf que si je bâtis ma stratégie de retraite là-dessus,
là, je viens d'augmenter vraiment beaucoup le niveau de risque. Et ça, on l'a vu beaucoup dans les dernières années. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait convaincre par leur conseiller de venir hypothéquer pour investir, mais ils n'avaient pas du tout ce niveau de profil de risque-là. Aujourd'hui, les autorités des marchés financiers surveillent beaucoup plus les conseillers à ce niveau-là, qui est une excellente chose parce qu'on se retrouvait à avoir des gens de la classe moyenne à hypothéquer leur maison pour faire des placements. Là, on vient de doubler le risque. Là. On est sur le marché boursier, puis il y a le risque du taux d'intérêt. Puis là, dernièrement, les taux d'intérêt ont augmenté, fait que ces stratégies-là sont devenues de moins en moins rentables. Donc, évidemment, si on va vers une stratégie comme ça, il faut s'assurer que notre profil d'investisseur est audacieux et on le fait pas avec toute notre tarte d'actifs. On peut le faire avec une partie de notre actif, mais pas avec tout, sinon ça devient beaucoup trop risqué. Okay, dernière question. Moi, on m'a toujours dit qu'il y a aussi un gros impact sur quand tu entres. Parce que l'exemple qu'on peut donner, c'est que tu places 10 000, puis là, on va faire des chiffrons. Tu pognes une année où tu fais moins 20 %. Là, ton 10 000, il vaut 8 000. Mais là, il faut que tu fasses plus que 20 % l'année d'après pour récupérer, parce que ton 8 000 qui va faire 20 % ça te donne 1 600. Donc, tu es à 9 600, tu es encore perdant. Donc, est-ce que les gens qui sont risqués dans leur profil, ça a un impact important l'année où ils rentrent, ou tu vas finir par te refaire de toute façon sur le long terme? Ben, c'est sûr que le timing est quand même important là-dedans, mais timer le marché, si ça fonctionne, c'est parce que tu as été chanceux. Fait que c'est très, très, très difficile de timer le marché. Fait que quelqu'un qui a beaucoup d'argent à investir ou des sommes assez importantes, ben souvent, ce qui est mieux, c'est de rentrer son argent sur une période de temps. Donc, supposons demain, Jean-François disait, moi, j'ai 50 000 à investir. Ben, parfait, mais on peut le fractionner sur une période de 10 mois, sur 12 mois. Donc, pendant un certain moment, on va rentrer des moments dans le marché. Fait que ça allait vite de acheter justement quand le marché est très haut. Puis à l'inverse, si exemple, comme si je regarde aujourd'hui, le Nasdaq, par exemple, est à moins 2 quand même une bonne journée pour rentrer dans le marché d'un indice comme l'indice des technologies du Nasdaq. Fait que, si j'ai une journée que j'ai baissé, ben là, je peux rentrer, mais assez de trop timer le marché, on finit par se perdre. Puis j'ai beaucoup plus vu des perdants assez de timer que des gagnants, malheureusement. Oui, parce qu'on rentre au mauvais moment, on sort au mauvais moment. Bref, c'est jamais gagnant. Dans un monde idéal, de toute façon, trouvez-vous quelqu'un en qui vous avez confiance. Ça peut être à votre institution, ça peut être chez un indépendant, ça peut être chez Jutra Gestion de patrimoine, mais quelqu'un qui vous comprend, en qui vous avez confiance, qui va être là pour vous rassurer en cas de baisse, qui va être là pour des fois jouer un petit peu au psychologue, vous demander d'être patient. Je pense que c'est toujours une bonne façon de faire. Tu me vois hocher de la tête quand j'ai dit psychologue. Il y a quand même un petit côté de ça, hein, de temps en temps. Il y a beaucoup de psychologie. Puis les gens veulent vendre quand que ça va mal, ce qui est le pire moment pour vendre. Et les gens veulent acheter quand que ça va super bien. Donc, ça aussi, c'est pas nécessairement le meilleur moment. Les gens regardent les fonds d'investissement. Ce fonds-là, il a fait 25 % l'année passée. Il faut que j'achète ça. Ouais, mais là, justement, habituellement, après des bonnes années, c'est jamais une bonne année. Puis à l'inverse, c'est peut-être le fonds qui a fait moins 30 l'année passée que vous devriez acheter. Puis j'ai noté une citation de Warren Buffett qui disait soyez craintifs lorsque les autres sont avides et avides lorsque les autres sont craintifs. Donc, c'est quand on voit que les gens ont peur du marché que c'est le temps d'investir. Puis quand les gens sont dans l'euphorie, c'est peut-être le temps de regarder nos choses puis de peut-être attendre avant d'investir. Très bien résumé, très sage comme citation, Jean-Sébastien Jutra. Un gros merci encore une fois aujourd'hui. Merci Jean-François. Salut.